Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Innistrad Chasse de Minuit, et oui, on n'a pas fini d'en parler, puisque on va s'attaquer aujourd'hui aux cartes de l'extension qui ne sont pas des commandants. Je parle bien de l'extension, je ne parle pas encore des decks commandeurs, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub, et oui, comme d'habitude, les informations importantes de la tour. Et information importante, est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux? Ça serait peut-être pas mal pour avoir toutes les news de la tour, savoir exactement quand est-ce que les vidéos sortent, et également quand est-ce qu'on fait des lives. Et oui, parce que si vous ne le savez pas, et ça serait dommage, vous avez loupé du contenu, eh bien, il y a également des lives de la tour de commandement qui sont faits chaque semaine. On fait des lives gameplay, de la construction de deck, on discute de certains sujets. On a eu d'ailleurs une taverne récemment sur un sujet d'actualité, bien sûr. Et tout ça, vous pouvez également le retrouver sur les archives de la tour, notre chaîne YouTube dédiée au replay des lives. Et bien évidemment, cette phase de pub, je vais la conclure simplement en parlant des tipeurs, en les remerciant encore une fois du fond du cœur, puisque c'est eux qui nous permettent de continuer toute l'aventure de la tour de commandement, que ce soit le Discord, les événements qui sont organisés IRL et online, également les concours, puisque voilà, hein, il faut les organiser aussi, et les différentes vidéos, les lives, et bon, aussi me permettent de vivre de tout ça, puisque je prends du temps, et c'est mon boulot, donc voilà, merci énormément à eux, et du coup, si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo, et du coup, on vous remerciera, vous aussi, à la prochaine vidéo. Bref, parlons maintenant de Innistrad Chasse de Minuit, une extension qu'elle est belle pour le commandeur, comme on l'a déjà dit avec les commandants la dernière fois, il y a pas mal de choses intéressantes, mais maintenant on va s'intéresser aux cartes de l'extension. Alors, je vais évidemment me focaliser pas mal sur les mythiques et les rares, bien sûr, hein, comme d'habitude, puisque c'est des cartes qu'on aura un peu plus de difficulté à trouver et que, potentiellement, vous voudrez essayer d'acquérir à un moment ou à un autre. Les rares et les mythiques, si jamais elles sont intéressantes, si jamais elles ne le sont pas, je n'en parlerai pas, ou si elles sont très quelconques et que c'est des choses qu'on a déjà vues, je n'en parlerai pas non plus. Et derrière, on a également quelques communes co qui se sont invités à la fête, et ma foi, comment dire, qui font quand même du taf, sinon je n'en parlerai pas ici, bien sûr. Mais on va commencer déjà directement avec le blanc, et surtout avec une commune d'entrée de jeu, c'est le Commando Cathare, une humain soldat 3-1 pour 2 dont un blanc, qui a le flash, et pour 1 vous la sacrifiez, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Alors il y en a qui pourraient se dire, oui c'est une très bonne carte pour le limiter, et encore, les artefacts et les enchantements, mais oui justement, déjà on commence à toucher des types de permanents qu'on aime bien gérer aussi en commandeur. Gérer les artefacts et les enchantements, le blanc le fait déjà, mais ici on a un body en plus, alors certes, ça coûte 3 au total, ça coûte 2 pour la lancer, 1 pour la sacrifier, mais quand on compare justement avec d'autres effets similaires qui permettent de détruire artefact ou enchantement, ça reste assez intéressant, surtout qu'on a un bonus ici qui est que on a un body. Et oui, je le rappelle, comme il y a le flash, la créature elle peut bloquer derrière, et en réponse au fait qu'elle bloque, vous pouvez la sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Donc du coup ça veut dire que vous avez bloqué une attaque d'une créature, sans le piétinement bien sûr, sinon ça ne marche pas très bien, et derrière, vous avez en plus détruit un artefact ou un enchantement. Ce qui en fait une double value qu'on n'avait pas jusque-là, et ma foi qui reste assez intéressante, surtout que ça surprend. On ne s'attendait pas à avoir un bloqueur et en plus une gestion dans le même temps. Donc, écoutez, Commando Cathare, une bonne petite carte qui trouvera sa place dans certains decks. Ensuite, on a l'appel du Cathare, et oui, on a bien les Cathares dans Innistrad. C'est un enchantement aura qui enchante une créature qui coûte 3 dont un blanc. La créature enchantée a la vigilance, et au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Alors, vous connaissez, oui, évidemment, mon amour pour la vigilance, parce que c'est une capacité qui rend toutes les stratégies offensives très intéressantes, et qui peuvent également se défendre, c'est quand même pas mal. Mais surtout, en fait, ce que j'adore ici, c'est que déjà, il n'y a pas de restriction sur le type de créature, ce qui pourrait être le cas, puisqu'on parle de créer des humains derrière. Voilà, mais non. Ici, cet enchantement d'aura, il va sur n'importe quelle créature, et surtout, au début de l'étape de fin, il va nous créer un humain. Ça a l'air de rien, en fait, mais juste avoir une création de jetons au début de chacun de nos tours, ça rappelle certaines cartes en noir, bien sûr, voilà, je parle en noir, dans d'autres couleurs aussi, on en a, bien sûr, mais qui nous font systématiquement à chaque tour un jeton, voilà, tranquille, et ça n'a l'air de rien, mais je veux dire, si vous le jouez dans un jeu humain, d'un seul coup, ça va être beaucoup plus intéressant, parce que humain, oui, certes, on a des vraies créatures, des cartes de créatures, mais pouvoir créer des jetons de manière systématique sans avoir à investir plus de mana, ça a l'air quand même pas mal intéressant. Donc l'appel du Cathare intéressera tous ces jeux humains. On a ensuite notre première malédiction, la malédiction de silence, un enchantement aura et malédiction qui enchante un joueur, bien sûr, qui coûte un blanc, et au moment où elle arrive sur le champ de bataille, choisissez un nom de carte. Les sorts du nom choisi que le joueur enchanté lance coûtent 2 de plus à lancer.
Chaque fois que le joueur lance un sort du non choisi, vous pouvez sacrifier la malédiction de silence. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est sympathique, mais il faut connaître aussi la main de son adversaire. Mais non, je vous rappelle, on est en commandeur, on a un commandant en zone de commandement. On sait déjà une des cartes que notre adversaire va jouer. Et le faire en sorte de dire, ok, ça coûte 2 de plus pour le jouer, c'est comme si vous lui mettiez une taxe d'emblée, quoi. T'es là, d'accord, ok, c'est la violence. Ça ne coûte qu'un blanc, cette malédiction du silence. Un seul blanc. Et surtout derrière, le fait est que, soit vous pouvez vous dire, ok, bon, son commandant, je vais peut-être le gérer après qu'il soit arrivé sur le champ de bataille, et qu'il ait payé 2 de plus pour le lancer, et du coup, il va retourner en zone de commandement, et c'est pas un problème, je vais garder la malédiction de silence sur lui. Mais si vous vous dites, ouais, je vais peut-être pas le gérer non plus, eh bien, vous pouvez simplement, au moment où il lance son sort, dire, ok, je vais le sacrifier, je vais repiocher une carte. Vous avez remboursé votre malédiction de silence, vous avez fait payer 2 en plus à votre adversaire, et voilà, c'est tout bénef, quoi, en fait. La carte est recyclée. Donc vraiment, c'est très intéressant, et je trouve que Malédiction de Silence, ça a l'air de rien, mais je pense que les petits decks stacks, ou les petits decks qui veulent ralentir un peu les commandants trop rapides, Malédiction de Silence, en blanc, ça passe un peu partout. Continuons ensuite avec notre première créature qui se transforme, on a l'Ange Perpétuel et l'Argousine Angélique, une créature ange sur sa face recto, qui a le vol à double initiative qui est 3-3 et qui coûte 5 mana dont 3 blancs. Elle dit que vous avez la défense talismanique, et surtout, si votre total de points de vie devait être réduit à 0 ou moins, à la place transformez l'Ange Perpétuel et votre total de points de vie devient 3. Puis si l'Ange Perpétuel ne s'est pas transformé de cette manière, vous perdez la partie. Et l'autre face, la face verso, l'Argousine Angélique, toujours un ange qui est étoile cette fois-ci, qui a le vol, qui dit que vous avez la défense talismanique. La force et l'endurance de l'Argousine Angélique sont chacune égales à votre total de points de vie. Et à chaque fois qu'elle attaque, doublez votre total de points de vie. Alors, je vais vous donner mon avis sur l'Ange Perpétuel, parce que c'est pour ça qu'on est là déjà, et surtout parce que derrière, c'est une carte qui me fait un peu mal. L'Ange Perpétuel, en fait, il a... alors, il y en a qui vont se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils disent, puis s'il ne sait pas se transformer de cette manière, vous perdez la partie. Notamment, en fait, c'est à cause des clones, qui a cette clause-là au niveau de sa capacité sur la face recto, parce que si on a un clone, le clone ne peut pas se transformer, puisqu'il n'a pas de face verso. Voilà, donc on aurait eu une capacité de l'Ange Perpétuel, et il se transforme pas parce qu'il peut pas. Et t'es là, du coup t'as perdu la partie. Donc ça empêche de cloner l'Ange Perpétuel, et du coup de faire de l'abus. Ce qui est une très bonne chose, c'est bien d'y avoir pensé. Après, bon évidemment, on peut blinker l'Argousine Angélique pour qu'elle revienne sur sa face Angèle Perpétuelle, puisque c'est comme ça que fonctionnent les transformations. Donc voilà, c'est pas infaisable bien sûr de pouvoir la retransformer sur sa face recto, sa face jour. Mais ce qui m'embête avec l'Ange Perpétuel, en fait, c'est déjà elle est très colorée, que en plus elle demande que pour s'activer, en fait, enfin pour se déclencher, de faire en sorte qu'on arrive à un total de points de vie de 0. Alors oui, c'est faisable, on peut abuser à un moment de cette capacité pour la transformer de côté en côté Argousine. Mais en fait, votre total de points de vie redevient 3. C'est pas gigantesque, et surtout il faut que l'Argousine puisse attaquer rapidement pour réussir à doubler votre total de points de vie. En fait, la phase verso avec l'Argousine est très intéressante. Les jeux qui veulent gagner des points de vie, ils vont être très contents. Mais le souci, c'est qu'il faut réussir à la transformer. Et ça, c'est le vrai challenge avec l'Ange Perpétuel. Certes, ça vous protège une fois, mais en fait, ça vous protège et ça vous remet juste à 3. C'est pas comme si on disait, remettez-vous à la moitié de vos points de vie de départ. C'est pas la même chose. Donc vraiment, je pense que l'Ange Perpétuel, il y a probablement quelques decks, vraiment, avec des combos et des synergies très particulières qui vont pouvoir l'exploiter. Mais c'est compliqué, déjà on peut pas la cloner, déjà on peut pas faire trop d'abus avec, et la prise de risque est assez énorme en fait pour faire en sorte qu'on y arrive. Donc voilà, après ça reste un bon body, hein. Ça reste quand même une 3-3 vol double initiative qui vous donne la défense talismanique, ce qui est quand même très bien, mais c'est vrai que les dernières capacités de chaque face en fait sont quand même assez difficiles à exploiter réellement. Ensuite, un nouvel anti-bête qui s'appelle l'absence fatidique, un éphémère qui coûte 2 dont 1 blanc. Détruisez une cible, créature ou planeswalker, son contrôleur en quête. Donc il crée un jeton d'artefact, un 10, avec, pour 2, tu le sacrifies, tu pioches une carte. Alors ça évidemment, l'absence fatidique, ça va rejoindre la liste des très bons anti-bêtes blancs, surtout qu'ici on n'est pas que sur l'anti-bête, on est aussi sur de l'anti-planeswalker en éphémère, s'il vous plaît. Donc voilà, on va se calmer 2 petites secondes, hein. Mais franchement là, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette carte. En plus, bon derrière, alors ouais, on crée un indice, mais il faut que l'adversaire paye 2 pour pouvoir piocher la carte. L'indice, voilà, c'est pas juste tu le sacrifies et tu pioches, quoi. C'est pas tu sacrifies, tu fais un mana, comme un trésor. Non, en effet, on est sur quelque chose qui demande, il va demander un petit investissement pour que la personne elle puisse récupérer en gros un peu de value de la perte de cette carte créature ou planeswalker.
mais ça reste quand même un éphémère de destruction flexible entre créatures Planeswalker. Et c'est très bien, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un excellent anti-bet. On commence un nouveau cycle, l'adversaire intrépide, créature humain et éclaireur 3-1 pour 2 dont 1 blanc, qui a le lien de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 1 et 1 blanc autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs courage sur l'adversaire intrépide. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque marqueur courage sur l'adversaire intrépide. Alors du coup c'est un nouveau cycle qui ressemble un peu à du multi-kick pour ceux qui ont connu ça à l'époque, sauf qu'ici c'est au moment où elle arrive sur le champ de bataille, et non pas au moment où elle est lancée, ce qui est quand même très bon, hein, on va le dire. Mais surtout, ici on est sur une grosse antienne qui booste en plus l'adversaire intrépide, hein. C'est pas marqué les autres créatures, c'est les créatures que vous contrôlez. Donc ça se booste également. Et surtout, quelque chose de délicieux pour certains decks, hein, je pense que vous comprendrez tout de suite, ce sont des marqueurs courage qui sont placés sur l'adversaire intrépide. C'est-à-dire que toutes les capacités qui font proliférer, qui permettent de rajouter un type de marqueur sur une créature, eh bien ça fonctionne avec cette mécanique-là. Donc vous avez juste à payer 4 pour avoir déjà un +1/+1 sur toutes vos créatures, et derrière, ah bah tiens, j'ai proliféré. Donc voilà, je pense que là, il y a Atraxa qui est en train de rigoler dans son coin, de ricaner, mais je pense qu'elle a de très bonnes raisons de le faire, en effet, puisque là, on est vraiment face à une carte qui peut être intégrée dans tous les decks prolifération, parce que c'est efficace, à partir du moment où vous jouez bien sûr beaucoup de créatures, mais c'est efficace, et ça va juste rendre ces decks-là complètement stupides. On continue avec la Splendeur de Sigarda, un enchantement qui coûte 4 dans 2 blancs. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, notez votre total de points de vie. Au début de votre entretien, piochez une carte si votre total de points de vie est supérieur ou égal au dernier total de points de vie noté pour la Splendeur de Sigarda. Puis, notez votre total de points de vie. À chaque fois que vous lancez un sort blanc, vous gagnez un point de vie. Il y a tellement de choses à dire dessus en fait, mais déjà là on est sur une mécanique de draw assez violente, hein. Au début de votre entretien, vous pouvez potentiellement piocher une carte de plus si vous arrivez à maintenir votre total de points de vie, parce que c'est supérieur ou égal, vous n'êtes même pas obligé de faire en sorte de gagner des points de vie. Mais vu la dernière capacité qui vous fait gagner un point de vie quand vous lancez un sort blanc, ce qui va probablement être le cas puisque vous jouez blanc, même si vous ne jouez pas que blanc, eh bien ça a l'air quand même beaucoup plus simple. Et Splendeur de Sigarda, c'est exactement le genre de carte qui peut rentrer dans beaucoup de decks, tous les decks mono blanc, bien évidemment. Les decks mono blanc vont vouloir jouer Aide de Sigarda, enfin pardon, pas Aide de Sigarda, Splendeur de Sigarda, Aide de Sigarda c'est pas la même, excusez-moi, mais tous les decks mono blanc vont vouloir jouer Splendeur de Sigarda parce que ça fait du gain de points de vie, ça fait du tempo, et surtout ça permet de draw derrière, de piocher. Et ça c'est bon pour le blanc. Et derrière, tous les decks qui font du gain de points de vie et qui contiennent du blanc, coucou Garlove, fait un petit coucou, eh bien, généralement, ils vont vouloir le jouer, parce que déjà, il y a quelque chose qui te permet de gagner des points de vie dessus, et en plus, comme tu as tendance à gagner beaucoup de points de vie, et pas uniquement avec la Splendeur de Sigarda, eh bien, tu es quasiment sûr qu'à chaque tour, ton total de points de vie, il va augmenter. Enfin, tu vas faire en sorte que ça soit le cas. Donc du coup, piocher en plus, ça a l'air quand même génial. Donc Splendeur de Sigarda, ça s'intègre dans pas mal de decks, quoi. On continue avec la Sauveuse Sigardienne, une créature ange 3-3 qui coûte 5 dans 2 blancs, qui a le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancée, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Alors ça me faisait beaucoup penser au Cyrilidian, mais ici il n'y a pas d'abus possible. Il faut qu'elle ait été lancée, il ne faut pas qu'elle ait été blinkée par exemple, qu'elle soit simplement arrivée sur le champ de bataille, il faut qu'elle ait été lancée. Donc du coup il y a beaucoup moins d'abus possibles, mais ça reste, je vais le dire quand même, ça reste quand même une bonne carte. C'est quand même une 3-3 vol pour 5 qui permet de récupérer 2 créatures qui coûtent 2. Et directement sur le champ de bataille. Donc ça reste intéressant, il y a des synergies, il y a probablement quelques combos qui doivent pouvoir se glisser par-ci par-là grâce à elle, même si ça va être un peu plus compliqué bien sûr avec ces conditions, mais ça reste une bonne carte de réanimation et un bon body. La Sentinelle d'Or Solaire, une créature humain et soldat 3-2 pour 2 dont 1 blanc, à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Et elle a la Congrégation. Pour 2 dont 1 blanc, vous choisissez une couleur, la Sentinelle d'Or Solaire acquiert la défense talismanique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée par les créatures de cette couleur ce tour-ci. N'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. Alors ici, il y a de l'anti-cimetière, récursif puisque c'est au moment de l'attaque, et surtout le fait d'avoir des forces différentes avec la Congrégation, c'est largement faisable. Je veux dire, on est sur une humaine qui a 3 de force, on peut très bien jouer un deck humain avec des forces à 1 et à 2 à côté sans aucun problème. On peut également avoir quelques grosses créatures qui en ont beaucoup plus. Donc c'est très facile en fait, mine de rien. Quand on calcule, c'est faisable d'avoir la Congrégation
assez rapidement. Et la Sentinelle d'or solaire, en fait, déjà, pour 2, c'est ok, j'exile une carte d'un cimetière. Ok, très bien. Donc ça veut dire que déjà, dans les decks Blink, elle est jouable, puisqu'elle va permettre de gérer des menaces au cimetière grâce au Blink. Et l'autre côté, en plus, elle a cette capacité de se protéger qui, alors, n'est pas uniquement la défense alémanique contre une couleur, mais aussi, en fait, une forme de protection contre la couleur en question, puisqu'elle ne peut pas être bloquée par les créatures de cette couleur. Ce qui fait que, on peut être plutôt tranquille, attaquer vers un deck qui est monocolore, voilà, par exemple, et dire, ok, cette couleur-là, elle peut pas me bloquer ce tour-ci. Ah tiens, c'est con, hein. Voilà, donc ça a l'air assez intéressant, et c'est plutôt puissant. Festivité du couchant, un rituel qui coûte 2 dont 1 blanc. Si un adversaire a plus de points de vie que vous, vous gagnez 4 points de vie. Si un adversaire contrôle plus de créatures que vous créez 2 jetons 1-1 humains. Et si un adversaire a plus de cartes en main que vous, piochez une carte. Alors oui, c'est encore une fois le blanc qui dit « Je vais essayer de rattraper le retard que j'ai ». Oui, mais ça c'est une carte de multijoueur, parce que si vous êtes en retard sur les points de vie par rapport à un autre joueur, si vous êtes en retard au nombre de créatures par rapport à un autre adversaire, et si vous êtes en retard au niveau du nombre de cartes en main par rapport encore à un autre adversaire, bien évidemment, vous allez tirer les 3 values en même temps. Vous n'avez pas besoin d'être celui qui est le plus au fond, vous avez besoin d'être celui qui n'est pas premier, en fait, au niveau des différentes conditions. Et ça en fait une très bonne carte, ça ne coûte que 2 mana, quoi. C'est vraiment très léger. Alors oui, il n'y a pas du ramp. Oh là là, mon dieu, je pense qu'on peut s'en passer quand même, franchement. Les festivités du couchant, c'est une bonne carte en fait, parce que, évidemment, les 4 points de vie, on s'en fout un petit peu, mais déjà rien que pouvoir créer 2 jetons, et faire en sorte de pouvoir piocher, ce qui va être faisable les 3 quarts du temps. Si vous jouez blanc, si vous jouez un deck qui a tendance à dégueuler un petit peu sa main, c'est exactement le genre de carte qui va être utile pour vous, parce qu'il y a des decks qui gardent un peu plus de cartes en main et qui balancent un peu moins leurs mains, voilà, tout simplement. Donc, festivité du couchant, une très bonne carte, situationnelle certes, mais qui fonctionne bien en général. Et on finit le blanc avec Victoire contre la Horde, un rituel qui coûte 8 mana, dont 2 blancs. Attention, accrochez-vous. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Et qu'est-ce que c'est l'effet? Détruisez toutes les créatures. Et oui, messieurs, dames, on a le droit à une nouvelle Vrasse, et pas une petite. Alors, du coup, cet effet va probablement rappeler à certains l'acte blasphématoire, qui inflige 13 blessures à chaque créature, mais surtout qui diminue son coût de 1 pour chaque créature sur le champ de bataille. Mais ici, j'ai envie de dire, c'est encore meilleur, puisque l'acte blasphématoire inflige 13 blessures. D'accord. Oui, il peut coûter que 1 rouge. D'accord, oui, si tu veux, Billy. Mais ici, elle peut coûter 2 blancs et détruire toutes les créatures sans aucune condition. Ok, il y a une 36-36 sur le champ de bataille parce que le mec fait n'importe quoi, elle est détruite. Point. On s'en fout. Victoire contre la Horde, c'est un excellent sort de Vrasse, et franchement, je pense que je vais l'intégrer dans beaucoup de decks blancs. Parce que là, c'est vraiment le top du top. Une Vrasse pour 2 mana, ça a l'air quand même assez intéressant, et c'est très vite faisable d'avoir 6 créatures sur le champ de bataille en multi. Comptez le nombre de fois où vous avez lancé Acte Blasphématoire pour 1 rouge. Voilà, vous aurez une petite idée. On passe maintenant au bleu avec Scruter, un éphémère qui coûte 1 bleu, et qui dit, regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière, piocher une carte. Alors ça a l'air d'être un meilleur opt, ou plutôt c'est un autre type de option, puisque Scruter ici va aussi pas mal être intégré dans les decks qui veulent jouer justement avec le cimetière. C'est des choses qui nous intéressent beaucoup, ça ne coûte que 1 bleu, c'est un éphémère, c'est très très intéressant pour ce type de jeu, donc oui, voilà, c'est une bonne carte. Une autre malédiction, la malédiction de surveillance, un enchantement aura et malédiction qui enchante un joueur toujours, et qui coûte 5 dont 1 bleu. Au début de l'entretien du joueur enchanté, n'importe quel nombre de joueurs ciblés autre que ce joueur pioche chacun un nombre de cartes égal au nombre de malédictions attachées à ce joueur. Alors ça, c'est assez particulier parce que c'est pas du group hug, parce que techniquement, il y a un joueur qui ne piochera jamais en fait. Mais c'est un peu c'est une stratégie acharnement en fait, toi, t'auras rien, voilà. Mais c'est génial en fait parce que dans notre format, ça veut dire que si on a un joueur qui est trop menaçant, un joueur qui fait vraiment trop de débilité ou qui a un deck qu'on sait qu'il est vraiment au-dessus des autres, mettre une malédiction de surveillance sur ce joueur, c'est vraiment un moyen de dire « Ok, tu joues plus fort que nous? D'accord, écoute, nous on va faire quelque chose d'asymétrique, moi j'en tire un avantage, les autres joueurs là à côté ils en tirent un avantage, mais pas toi. Voilà, donc toi tu te tais, et voilà, et tu laisses faire. » Donc Malédiction de Surveillance, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui va être très fun à jouer en commandeur. Et bon, les decks Malédiction aussi vont s'y intéresser. Oui, il y a des decks Malédiction. Rendez-vous sur la dernière vidéo, vous verrez un petit peu. Mais voilà, Malédiction de Surveillance, très intéressant.
Un autre enchantement, c'est l'identité greffée, une aura qui coûte 4 dont 2 bleus. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature, vous enchantez une créature et vous contrôlez la créature enchantée et elle gagne +1/+1. C'est très quelconque, mais je me devais de la présenter puisque déjà on a un sacrifice de créature en bleu, voilà, hein, pourquoi pas. Et en plus on est sur une prise de contrôle qui ne coûte que 4 mana et qui donne un petit boost. C'est pas gigantesque, je l'admets, voilà. Mais c'est sympathique et ça pourrait être utile dans tous les jeux qui veulent en effet jouer avec les decks des adversaires. Bah voilà, vous pourrez encore vous amuser avec ceci. On a ensuite notre première double face bleue, l'ermite maléfique et le geist bienveillant. Donc l'ermite maléfique étant une créature humain et sorcier qui coûte 2 dont 1 bleu, c'est une 2/1. Pour 1 bleu, vous la sacrifiez, vous contrecarrez un sort non créature ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Et elle a la perturbation pour 2 dont 1 bleu, donc vous pouvez la relancer pour son coup de perturbation depuis le cimetière directement transformé. Et la partie transformée, c'est le geist bienveillant, une 2/2 vol, esprit sorcier. Les sorts non créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Si le geist bienveillant devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Alors, l'ermite maléfique et le geist bienveillant sont une très bonne carte. Ça, je vais vous le dire tout de suite, puisque on a d'un côté un contre-sort sur patte. Alors oui, c'est non créature, oui, il peut payer 3. D'accord, mais bon, si vous voulez chipoter sur tous les détails, ça reste quand même un excellent contre-sort sur patte. On a eu très peu qui étaient aussi bons. Donc vraiment, déjà, c'est génial, ça coûte peu cher, l'ermite est intéressant. Là-dessus, c'est un sorcier, si jamais vous voulez vous amuser avec, hein, ça peut être le cas. Mais il y a surtout le geist bienveillant derrière, puisque les sorts non créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés, c'est violent, c'est d'une violence, quoi. On empêche ces sorts-là d'être contrecarrés. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans Magic qui le permettent, et là on en a une nouvelle, qui est très intéressante, puisque déjà, elle protège en plus vos propres sorts avec sa face recto. Mais ici c'est super intéressant et c'est largement suffisant pour en faire une très bonne carte en fait. Surtout que le coût de perturbation n'est pas très cher, il coûte que 3. Donc c'est très raisonnable en fait là-dessus. Vraiment ce geist bienveillant et l'ermite maléfique, ils sont géniaux. Continuons avec un nouvel éphémère, le déluge de réminiscence, qui coûte 4 dont 2 bleus. Regardez les X cartes dessus de votre bibliothèque, X étant la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort. Mettez 2 d'entre elles dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et elle a le flashback pour 7 mana, dont 2 bleus. Donc vous pouvez le relancer depuis le cimetière pour son coup de flashback, et ensuite il sera exilé. Donc, déluge de réminiscence, ça me rappelle évidemment Dig Through Time, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais bien évidemment ici c'est pas vraiment la même popote, hein, puisque on n'a pas de delve disponible, etc. Et du coup on voit beaucoup moins de cartes quand on le lance pour la première fois. Mais on a le flashback derrière qui permet de le refaire. Donc, pour ceux qui jouaient Dig Through Time, je pense que c'est un bon complément, c'est pas meilleur, c'est juste un complément, c'est un petit peu différent et c'est intéressant. Voilà, donc déluge de réminiscence, intéressant pour pouvoir filtrer un petit peu le dessus de votre bibliothèque, avec 4 cartes au début, et ensuite pour 7. Le geist patricien, une créature esprit et chevalier 2/2 qui coûte 3 dont 1 bleu, elle a le vol, et elle dit que les autres esprits que vous contrôlez gagnent +1/+1. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 1 de moins à lancer. Alors, il est très bien cet esprit, mais surtout en fait il est double fonction, c'est si vous jouez tribal esprit, du coup le geist il est bien, et si jamais vous jouez tribal relancé depuis le cimetière, flashback, etc., perturbation, tout ce que vous souhaitez, mais tout ce qui est relancé depuis le cimetière, le geist patricien il fonctionne aussi. C'est génial, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Continuons avec une nouvelle créature, un autre esprit, le carrosse fantomatique, une 4/4 qui coûte 6 dont 2 bleus, elle a le vol elle aussi, et surtout quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte avec le flashback ou la perturbation, la mettre dans votre cimetière, puis mélanger. Alors, je suis pas forcément extrêmement convaincu de cette carte-là, mais on a insisté un petit peu pour que je la mette et on m'a expliqué pourquoi. Donc, carrosse fantomatique, en effet, c'est une carte de tutor. C'est une carte un petit peu à la Buried Alive, des trucs comme ça, de en tombe, qui permet de le faire et du coup de dire ok, on va mettre une carte, bam, dans notre cimetière. Mais ça se limite uniquement au flashback et à la perturbation. Sauf qu'en effet, il y a des cartes avec le flashback, et probablement certaines avec la perturbation que vous allez vouloir mettre au cimetière, et que vous allez vouloir pouvoir rejouer tout de suite. C'est un simili-tutor. Évidemment, ça enlève un petit peu une moitié de l'utilité des sorts flashback et perturbation, puisque vous ne pourrez pas les lancer normalement, hein, du coup. Mais il faut avouer que dans certains cas, ça a l'air quand même très intéressant de pouvoir les tutor et mettre directement au cimetière ces cartes-là. Donc oui, carrosse fantomatique pour certains decks, il sera vraiment super utile.
On continue avec une autre carte double face, le raccommodeur de Fantogre et l'usine de Fantogre. Le raccommodeur de Fantogre étant une créature humain et sorcier qui coûte 3, dont un bleu, c'est une 2-3. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, créez un jeton de créature 2-2 noir zombie avec la décomposition. Donc la décomposition, il ne peut pas bloquer, et quand il attaque, tu le sacrifies à la fin du combat. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 3 jetons de créature, vous pouvez transformer le raccommodeur de Fantogre. Et ensuite il se transforme en l'usine de Fantogre, voilà, il a fabriqué une usine, c'est mieux. Un artefact qui dit que les jetons de créatures que vous contrôlez perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 3-3. Au début de votre entretien, vous pouvez transformer l'usine de Fantogre. Alors, je l'adore ce raccommodeur, il est débile à un point assez élevé, puisque ça veut déjà dire qu'on a, on a quand même actuellement en commandeur une carte qui dit vous créez encore une fois, des bodies au moment où vous lancez les éphémères rituels. Oui, vous allez me dire, mais il y en a eu d'autres, etc. Oui, je suis d'accord. Ici, ce sont des bodies qui sont, en plus, pas des bloqueurs. Mais bon, et en plus, qui ne sont pas de très bons attaquants non plus. Mais c'est déjà génial, parce que du coup, ça veut dire qu'on a un truc qui produit des bodies, qui est plutôt efficace, hein, il coûte que 3 mana en plus, c'est génial. Mais surtout derrière, en fait, on a une possibilité de le transformer pour faire en sorte que tous nos jetons soient des 3-3 basiques, hein, vanilla, il n'y a plus de capacité. C'est quand même génial, parce qu'on a cette possibilité, on a cette flexibilité en fait autour des deux phases de la carte, surtout que il n'y a aucune obligation. C'est, vous pouvez transformer le raccommodeur, vous pouvez transformer l'usine. C'est, du coup, vous faites le choix en fait en fonction de la situation. Alors, j'avais pensé au départ me dire, pourquoi pas le mettre en fait dans Brudiclad. Rien que le raccommodeur de Fantogre déjà de base, il est super intéressant. Alors le côté usine est peut-être un peu moins intéressant avec Brudiclad, puisqu'il y a des jetons qu'on va copier qui ont parfois des capacités d'évasion qui sont intéressantes. Mais du coup, bah, je conseillerais plutôt d'utiliser uniquement le raccommodeur pour Brudiclad. Brudiclad aime les jetons, et généralement il a tendance à en faire, alors certes avec d'autres créatures quand il le peut, mais aussi avec des sorts, avec des éphémères et des rituels, il peut créer en effet des jetons supplémentaires. Et donc si vous dites, ok, au lieu de créer un jeton, je crée en plus une 2-2 zombies à côté, et que en plus avec Brudiclad je vais les transformer en un jeton en particulier, ça fait que ces 2-2 zombies avec la décomposition, finalement ils perdent la décomposition et ils deviennent autre chose, ils s'élèvent un petit peu comme ça, voilà, ils deviennent meilleurs. Et ça c'est génial parce que c'est une très bonne synergie entre les deux cartes, et je pense que vraiment ce raccommodeur, dans les decks jetons en général aussi, hein, eh ben ça peut super bien fonctionner. Continuons avec le Vazar, une créature horreur 5-5 qui coûte 5 dont 2 bleus. À chaque fois que le Vazar arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, mettez un marqueur boue jusqu'à une autre créature ciblée. Les créatures non horreur avec des marqueurs boue sur elles perdent toutes leurs capacités et elles ont une force et une endurance de base de 2-2. Alors déjà, un Vazar, si vous avez joué à Skyrim comme moi, c'est pas une horreur, c'est un crabe. Voilà. Je plaisante bien sûr. Mais du coup, ce Vazar, je le trouve très très bien. Puisque il a une capacité à défoncer des créatures adverses quand même assez débile. En fait, c'est assez génial de voir qu'on peut juste annuler complètement certaines créatures adverses. Parce que bon, hop, t'es une 2-2 et t'as plus de capacité. Ça ressemble beaucoup à Humidity quand même, hein. Ça, je vous avoue que ça a quand même une certaine... voilà, donc une certaine ressemblance, mais vraiment, ce Vazar a l'air très bien, parce qu'en plus c'est quand il arrive sur le champ de bataille, donc les jeux Blink peuvent s'en servir, et au moment où il l'attaque, alors c'est une 5-5, je veux dire, on va pas trop craindre de le perdre, surtout si en phase vous transformez une créature en 2-2. Ça a l'air quand même assez intéressant, quoi. Donc, ce Vazar, il a l'air vraiment super. La suite de notre cycle des adversaires, on a l'adversaire spectral, un esprit qui coûte 2 dont 1 bleu, c'est une 2-1 avec le flash et le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 1 et 1 bleu autant de fois que vous souhaitez, et quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire spectral, puis jusqu'à autant d'autres cibles, artefacts, créatures et ou enchantements passent hors phase. Alors je vous rappelle, hors phase, elles sont considérées comme n'existant plus, elles n'ont pas quitté le champ de bataille, elles ne vont pas revenir dessus, mais elles n'existent plus jusqu'au début du tour de leur propriétaire, jusqu'au début du prochain tour de leur propriétaire. Ouais, ou elle repasse en phase du coup. L'adversaire spectral, il est vraiment fort. En fait déjà parce qu'il a le flash, et c'est une très bonne carte avec le flash, hein, ça il faut le dire tout de suite. C'est un esprit, donc il est intéressant dans certains jeux, d'accord, mais surtout cette capacité de gestion et qui se booste en même temps. Il fait pas juste ouais bah c'est bon, voilà, je vais passer les cartes hors phase, ou juste ah j'ai des marqueurs. Non, là il fait les deux en même temps, quoi. C'est quand même pas mal, parce que du coup on peut avoir un excellent bloqueur, on peut avoir quelque chose qui va gérer les menaces adverses pour le tour en question. C'est vraiment puissant. Donc vraiment, adversaire spectral,
Ouais, c'est une bonne carte de gestion et un très bon esprit. Et on finit le bleu avec le Triskaidekafil, une créature humain et sorcier, 1-3 qui coûte 2 dont un bleu. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et ouais, une nouvelle carte qui fait ça. Au début de votre entretien, si vous avez exactement 13 cartes dans votre main, vous gagnez la partie. Et pour 4 dont un bleu, piochez une carte. Alors, c'est simple, c'est efficace. Je veux dire, en fait, tous les jeux pioche voudront intégrer ce genre de carte parce que on a moyen ici de gagner la partie en ayant trop de cartes en main. C'est quand même génial. Et surtout derrière, on a un moteur de pioche dessus que, bien sûr, les mecs qui s'y connaissent un petit peu vont dire « Ah bah on a qu'à mettre terrain d'entraînement et d'un seul coup ça coûtera plus que 1 et un bleu ». En effet, complètement vrai, donc voilà, vous savez quoi faire maintenant. Du coup, Triskaidekafil, c'est quand même extrêmement puissant. C'est une condition de win sur patte. Évidemment, les adversaires vont jauger un petit peu votre main et votre mana disponible. Si vous l'utilisez, alors c'est un petit conseil d'utilisation, mais si vous voulez faire en sorte de l'utiliser de manière, on va dire, à ne pas paraître trop menaçant, c'est simple. Vous faites en sorte de ne pas avoir trop de mana en rab dégagé à la fin de votre tour, et surtout de ne pas avoir trop de cartes en main. Parce que s'ils savent en fait que vous pouvez pas piocher une chier de mana, enfin une chier de cartes au début de votre entretien, eh bien, ils vont pas trop s'inquiéter non plus. Donc voilà. Sinon, derrière, ça reste quand même une excellente carte de draw, une excellente carte pour une win-con alternative, c'est super bien. On passe maintenant au noir avec le Pacte Sanguinolent, un éphémère qui coûte 3 dont 1 noir. Un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Et c'est un éphémère commun surtout. Et là, on continue notre fameux cycle de tel joueur pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Mine de rien, j'ai été vérifié parce que j'avais un doute. On avait un doute, on en a parlé un petit peu avec l'équipe. Et c'était, bah ouais, mais ça existe déjà ça en fait. Non, pas du tout en fait. C'est la première carte qui permet de le faire en éphémère, à un coût aussi bas, et qui permet de cibler un joueur en question. Ce qui fait que, généralement, il y a pas mal de réponses, enfin, de possibilités de réponses. Je pense bien évidemment à Thassa's Oracle avec le Demonic Consultation, etc. Vous connaissez bien le combo, notamment pour ceux qui jouent à très haut niveau. Mais du coup, c'est encore une carte qui permet de contrecarrer ce genre de débilité. Bien sûr, bon, c'est une carte qui va rentrer dans mon Vilis, hein, ça, mais on n'en parle pas. Voilà. Vous le savez, Vilis est là, il aime bien quand on perd des points de vie et piocher les cartes. Donc voilà, mais Pacte Sanguinolent, c'est une très bonne carte du coup qui vous permet quand même de recycler votre mana. Hop, 3 mana, bam, 2 cartes. Ok, super. Ensuite on a le Champion des Trépassés, une créature zombie qui coûte 1 noir, c'est une 1-1. À chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le Champion des Trépassés. Et c'est évidemment une référence au champion de la paroisse, voilà, qui lui faisait avec les humains, lui fait avec les zombies. C'est une bonne carte, ça sera intégré dans les jeux zombies, on peut faire pas mal de choses avec, c'est sympa. C'est un bon zombie, voilà. Champion de la paroisse, c'est un bon humain, champion des trépassés, c'est un bon zombie. Le Chien de l'Effroi, un démon et chien, et ouais, on peut être les deux en même temps, qui coûte 6 dont 2 noirs, c'est une 6-6. Quand il arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes, ok. Et à chaque fois qu'une créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis une bibliothèque, chaque adversaire perd 1 point de vie. Eh, je sais pourquoi c'est un démon. En fait, c'est la réincarnation de Sir Conrad de Trône d'Eldraine, qui faisait à peu près pareil au niveau de sa capacité déclenchée, hein, bien sûr. Enfin, pareil. Il faisait pareil. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Voilà, donc, il y a encore une fois des débilités à faire, hein, bien sûr. Je pense que je vais pas préciser qu'il y a évidemment encore une simili-boucle, il faut évidemment que les conditions soient bien réunies, mais il y a une simili-boucle qui existe notamment avec la manivelle d'esprit. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire, je veux dire, vous connaissez Sir Conrad, Chien de l'Effroi, il va fonctionner pareil avec. Donc mettez les deux ensemble, ils seront très contents. Notre première carte double face du noir, c'est l'intrus du cimetière. Un humain et loup-garou qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 3-3, elle a la parade et demande de défausser une carte. A chaque fois que l'intrus du cimetière arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Si une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Elle a le fonctionnement d'urne nocturne, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer encore une fois. Et l'autre face, c'est le goinfre du cimetière, une 4-4 loup-garou, qui a la parade défaussez-vous une carte, pareil. Et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis les cimetières. Pour chaque carte de créature exilée de cette manière, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Encore une fois, une bonne carte en fait de gestion de cimetière. Encore une fois aussi basée sur l'attaque, hein, l'arrivée en jeu et l'attaque. Donc du coup les decks Blink peuvent encore une fois s'en donner à cœur joie. Mais simplement les decks qui veulent attaquer, les decks, voilà. Je veux dire, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est bien. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est une bonne carte de gestion de cimetière et en plus ça fait pomper des points de vie aux adversaires. Donc que dire de plus?
L'emprise infernale, un nouvel éphémère qui coûte 2 dont 1 noir. Détruisez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie. Et là, on est arrivé à un stade où droit à la gorge vient de se faire dépasser comme un des meilleurs anti-bêtes du noir, puisque l'emprise infernale n'impose aucune condition, que c'est également un éphémère, que ça ne coûte que 2, et ça vous fait juste perdre 2 points de vie. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de decks noirs qui peuvent s'intéresser à cette carte-là, s'ils veulent faire de l'anti-bête. Donc, excellent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, excellent. On continue le noir avec le Seigneur des Oubliés, et oui, un démon, 6-6 qui coûte 6 dont 2 noirs, il a le vol et le piétinement, et pour 1 noir, sacrifiez une autre créature, un joueur ciblé meule 3 cartes. Payez 1 point de vie, ajoutez un incolore, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort depuis votre cimetière. Alors, il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Ce que je vois, c'est que déjà c'est un bon démon, bonne statistique, tout ça, c'est génial. Mais surtout, en fait, on a moyen de sacrifier une créature pour meuler. Et bien sûr, moi j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à un truc en particulier. C'est un deck automeule avec CDC première du nom. CDC première du nom, elle dit qu'à chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans votre cimetière depuis la bibliothèque, vous créez un zombie. Donc évidemment, vous ne créerez pas plusieurs zombies avec une instance de Seigneur des Oubliés. Mais si vous sacrifiez du coup le zombie que vous avez créé pour vous faire meuler le 3 cartes, vous avez moyen en fait de meuler toute votre bibliothèque. Et c'est quand même assez intéressant vu qu'il y a pas mal de sorts de réanimation qui existent, tout ça, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, il y a moyen de faire une petite boucle. Après derrière, le fait de pouvoir relancer des sorts depuis votre cimetière en payant des points de vie, c'est quand même un peu débile, hein, voilà, on sait ce que ça fait quand on paye des points de vie à la place de payer des coups, n'est-ce pas Crick? Eh bien, ça a l'air pas mal. Donc, différents types de jeux, automeule, réanimation, relance depuis le cimetière, qui peuvent être super intéressants avec ce Seigneur des Oubliés. Il est polyvalent, il peut faire un peu beaucoup de jobs. Masque de Griselbrand, un artefact légendaire équipement qui coûte 3 dont 2 noirs. La créature équipée a le vol et le lien de vie, et à chaque fois que la créature équipée meurt, vous pouvez payer X points de vie, X étant sa force. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. Et elle a l'équipement pour 3. Heureusement qu'elle a l'équipement pour 3 et pas pour 2, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque il y aurait une boucle un peu possible avec notamment Autel d'Ashnod. Puisque Autel d'Ashnod vous permet de sacrifier une créature pour faire 2 mana, donc vous auriez pu simplement dire ok, je vais passer à la créature suivante, etc. Pas une boucle, mais voilà, mais faire beaucoup de value. Masque de Griselbrand, c'est une excellente carte, je vais pas vous le mentir. C'est un très bon équipement qui permet déjà de donner 2 capacités qui sont très intéressantes pour tenir la distance. Et surtout que en fait ça rappelle le gris-gris. Voilà, le Griselbrand, il avait l'air quand même super intéressant, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est banni en commandeur. Et vous dire que derrière on a une capacité qui est approchante mais qui n'est pas exactement la même, ça a l'air quand même pas mal intéressant. Donc vraiment, ce masque de Griselbrand, il fait le taf, tout simplement, il fait le taf. Le massacre au croc de boucher, un enchantement légendaire qui coûte X et 2 noirs. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque créature gagne -X jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie. Évidemment, c'est une très bonne carte. Alors du coup, pour les decks aristocrates, c'est un peu la fête à la maison, hein, parce que là c'est « Oh je fais de l'aristocrate et du coup, mes adversaires ils perdent des points de vie, lol ». Et évidemment, si vous faites énormément de gestion, c'est tout aussi intéressant, surtout que ça ne coûte que 2 pour avoir l'enchantement, mais si vous faites un X suffisamment grand, ça peut avoir vraiment un énorme impact sur la game, et un bon Rasborn en fait sur enchantement, ce qui est pas courant, on va le dire tout de suite, hein, c'est vraiment pas très courant, donc ça a l'air vraiment pas mal du tout. On continue avec du zombie. Le zombie de siège, une créature zombie 2-2 pour 2 dont 1 noir. Engagez 3 créatures dégagées que vous contrôlez, chaque adversaire perd 1 point de vie. Alors oui, il y en a qui vont me dire, non mais attends, tu nous parles d'une commune, d'accord. Parce que mine de rien, en fait, engager 3 créatures, c'est quelque chose de très simple à faire, surtout vous pouvez le faire avec des créatures qui viennent d'arriver en jeu, hein, vu comment la capacité a été boardée, et tout ça pour faire perdre des points de vie aux adversaires. Quand vous avez jetons infinis, je peux vous assurer que, ah mince, ils peuvent pas attaquer, ils ont pas la célérité. On s'en fout, on a un zombie de siège. Voilà. Vraiment, si vous avez une quantité suffisamment grande de jetons, vous pouvez terminer la game dessus. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le flavor avec la décomposition, parce que décomposition ne permet pas de bloquer, et elle ne permet d'attaquer qu'une seule fois. Mais zombie de siège, lui, dit « Je m'en fous, on peut utiliser ces jetons pour faire autre chose, pour directement retirer les points de vie à chaque adversaire. » Donc, c'est quand même pas mal du tout. Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un intérêt, et qu'elle va pas être jouée partout, bien évidemment, mais les decks qui vont faire beaucoup de jetons en noir, ils vont se l'approprier. La suite du cycle avec l'adversaire souillé, une créature zombie qui coûte 2 dont 1 noir, c'est une 2-3.
Elle a le contact mortel, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 dont 1 noir, autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire souillé, puis créez 2 fois ce nombre de jetons de créatures 2/2 noirs zombies avec la décomposition. C'est bien. Ici on est sur de la création de jetons, voilà, c'est pas mal du tout. Je suis peut-être un petit peu moins emballé, mais en fait, étant donné que ce sont des zombies et que le tribal zombie existe et qu'il est quand même assez important, je pense que l'adversaire souillé, en fait, il fonctionne pas mal du tout avec ce tribal. Et je pense qu'il va être bien ce type de deck-là, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Et enfin, on finit avec un terrain. Et ouais, no bullshit. C'est un terrain un peu particulier, puisque en fait, il a une identité colorée noire, et je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est l'hôtel hostile, un terrain double face, qui devient l'auberge rampant de l'autre côté. Le terrain hôtel hostile, en fait, il fait du mana incolore en s'engageant. Ok. Et surtout, pour 1, et en engageant et en sacrifiant une créature, on met un marqueur âme sur l'hôtel hostile. Puis, s'il y a au moins 3 marqueurs âme sur lui, retirez ces marqueurs, transformez-le, puis dégagez-le. Et vous pouvez le faire uniquement en rituel. Et ensuite, quand il est transformé, c'est l'auberge rampante, une créature artefact 3/7, horreur et construction. Et à chaque fois qu'il y a l'attaque, vous pouvez exiler une carte de créature de votre cimetière. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd X points de vie, et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de cartes de créatures exilées par l'auberge rampante. Et pour 4, l'auberge rampante passe hors phase. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus en fait, puisque ici on est sur du sacrifice de créatures, ok, c'est pas mal du tout, c'est efficace. On a des marqueurs, donc encore une fois, prolifération, pensez-y, voilà, c'est assez utile. Et derrière la transformation dans une auberge qui devient une 3/7, c'est quand même assez violent. Elle est noire, hein, puisque voilà, il y a la pastille de couleur qui est de ce côté-là, c'est pour ça que je l'aborde dans cette partie de la vidéo. Et surtout, en fait, qui vous permet d'exiler des créatures de votre cimetière pour infliger directement des blessures aux adversaires, et enfin, perdre des points de vie, et vous en récupérer autant. Ce qui est un très bon recyclage de cimetière quand vous n'êtes pas trop dans une logique réanimation, mais juste dans une logique très sacrifice, en fait. Ça marche bien, en fait. Bien sûr, derrière, bah voilà, le nombre de créatures exilées, bah voilà, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus gros, mais surtout, c'est une 3/7 et elle a une protection sur elle. Elle a une protection sur elle qui est quand même très efficace. Le passage hors phase, il n'y a pas grand chose qui peut passer outre, hein, voire même pas du tout. Donc voilà, c'est bien, moi je le trouve vraiment intéressante celle-ci. Passons maintenant au rouge avec l'élémentaliste ardente, une créature humaine et chamane 2/1 pour 4 dont 1 rouge. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Et c'est très intéressant ici en fait ce que fait l'élémentaliste ardente, puisque c'est une copie en fait de l'archéomancienne, qu'on avait en bleu en fait, et ici on a une version rouge, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc bah voilà, une petite pensée pour elle, évidemment. La suite du coup du cycle, c'est l'adversaire assoiffé de sang, une créature vampire, 2/2 pour 2 dont 1 rouge qui a la célérité, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 dont 1 rouge autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coup au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire assoiffé de sang, puis exilez jusqu'à autant de cartes d'éphémères et ou de rituels ciblés avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière, et copiez-les. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana. Alors c'est très particulier parce que ça va nous permettre en fait de relancer directement des éphémères rituels de notre cimetière. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est restreint à 3, ça coûte 3 pour chaque carte en question. Oui, mais généralement on va cibler des trucs qu'on ne peut pas relancer depuis le cimetière, hein, d'habitude, qui n'ont pas le flashback, etc. Et des petits sorts utilitaires, il y en a quand même pas mal. Et d'autant plus que derrière, elle gagne quand même des marqueurs. Donc elle a la célérité, ça peut être extrêmement violent en fait. Encore une fois, on voit ici que ce cycle des adversaires, on va peut-être avoir tendance à pas le jouer à 2 mana, bien sûr, donc du coup je vous conseillerais de le considérer comme une carte beaucoup plus chère dans votre liste à chaque fois, puisque bah ici le but, bah c'est vrai que si on veut relancer déjà 2 sorts, ça coûte quand même au total 8 mana, puisqu'il faut lancer pour 2 notre adversaire, et 6 de plus pour 2 sorts. Et c'est déjà pas mal, mais ça peut être débile aussi avec certaines synergies, et peut-être créer un peu des trucs qui font énormément de value. Nouveau rituel, c'est incendier la maison qui coûte 5 dont 2 rouges. Choisissez l'un. Incendier la maison inflige 5 à chaque créature et à chaque planeswalker. Ou créer 3 jetons de créature 1/1 rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Évidemment, moi je pense surtout à la première, le premier mode, hein, voilà le premier choix. Puisque incendier la maison, c'est quand même une bonne vrasse. Hein, voilà. Pour 5, tu mets 5 à chaque créature, à chaque planeswalker. C'est bien parce que ça touche en plus les planeswalkers, ce qui est quand même assez rare hein, dans ce genre de sort, il faut le dire. Même si ça s'est un peu diversifié ces derniers temps. Mais ça reste une très bonne carte, et du coup une petite vrasse fort sympathique.
Nouvelle malédiction, la malédiction de foi ébranlée, un enchantement d'aura et malédiction pour un joueur qui coûte 2 dont 1 rouge. Chaque fois que le joueur enchanté lance un sort autre que le premier sort qu'il lance à chaque tour ou qu'il copie un sort, la malédiction de foi ébranlée lui inflige 2 blessures. Alors du coup là ça va mettre cher en fait à tous les decks copies qui sont nés avec Strixhaven aussi, hein, voilà. Mais bien sûr, là on est un petit peu en mode, ok, du coup tu vas te restreindre parce que sinon tu vas prendre cher. Et surtout que c'est pas uniquement le deuxième sort à chaque tour qu'il lance, non, c'est après le premier sort, c'est-à-dire que le troisième, le quatrième, le cinquième, ils font tous plein de blessures. C'est vraiment génial. Il y a probablement 2-3 trucs un peu débiles en fait à faire avec, mais je pense que Malédiction de foi ébranlée, c'est encore une fois une bonne malédiction qui a bien sa place dans ce cycle. On a une autre vampire, la combattante Falkenrath, une créature vampire et guerrier 2-1 pour 1 rouge. Vous payez 2, dont 1 rouge, vous défaussez une carte, vous sacrifiez un vampire, piochez 2 cartes. N'activez que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions, mais déjà on est sur un bon body, d'accord, ok, avec une bonne capacité, tout ça c'est intéressant, mais surtout c'est un vampire. Et du coup, moi j'ai pensé à un deck en particulier, vous savez déjà à qui j'ai pensé parce que c'est toujours le même, c'est Edgar Markov, bien évidemment, puisque vous jouez un vampire, vous créez un jeton vampire à côté. Ce qui veut dire que derrière, vous pouvez très bien sacrifier votre jeton. Bien sûr, il faut que l'adversaire ait perdu des points de vie, mais ça c'est faisable, vu les couleurs et vu la stratégie. Et juste sacrifier le jeton en question, défausser d'une carte inutile, et récupérer 2 autres cartes, dont éventuellement un vampire, voilà. Et c'est assez efficace, et je pense que Combattant de Falkenrath, ça a l'air d'être une bonne carte pour refaire un peu sa main, sculpter sa main en fait, en vampire. Bon voilà, plutôt cool. Le réservoir de flamme de Geist, un artefact qui coûte 3 dont 1 rouge. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur charge sur le réservoir de flamme de Geist. Pour 2 dont 1 rouge, vous l'engagez, retirez n'importe quel nombre de marqueurs charge du réservoir. Il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Et pour 2 en l'engageant, exilez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, ça m'a beaucoup fait penser aux recherches du cérébropyre, à la base, le réservoir, mais ici, on est en mono rouge, et surtout, on est un peu plus flexible, en fait. Ce qui est bien, ici, c'est que on va cumuler des marqueurs assez rapidement. Encore une fois, je vous indique, c'est des marqueurs, prolifération, pensez-y, voilà, juste ça. Mais derrière, on a de l'anti-bet disponible, enfin, de l'anti ce qu'on veut, en fait, ça peut être aussi Planeswalker, ça peut être un anti-joueur, on peut tuer un joueur grâce au réservoir, mais ça demande pas de retirer heureusement tous les marqueurs, c'est n'importe quel nombre. Tu peux en garder 1 ou 2 en stock au cas où t'en as pas besoin d'autant. Voilà, c'est sympa et ça fonctionne bien. Mais surtout, on a quelque chose qui ne nécessite pas les marqueurs derrière et qui est présent sur la carte, c'est-à-dire un moteur à Impulse Draw. Et ça coûte peu cher, mine de rien, 2 mana pour dire ok, j'exile la carte et je peux la jouer ce tour-ci. Bah, c'est efficace, ça fonctionne en fait. Il n'y a pas besoin de plus que ça et vraiment. C'est très intéressant, et c'est très bon en fait pour les decks Spellslinger. Là, je vous avoue que c'est une bonne carte. Continuons avec un dragon, le Régent Voile-Lune, un dragon 4-4 pour 4 dont 1 rouge. Il a le vol, et à chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez défausser votre main. Si vous faites ainsi, piochez une carte pour chaque couleur de ce sort. Quand le Régent Voile-Lune meurt, il inflige X blessures à n'importe quelle cible, X étant le nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Alors, c'est assez particulier. Ça veut dire tout de suite que le Régent Voile-Lune, ça va être une carte qui va être jouée dans les decks qui ont beaucoup de couleurs. 4 ou 5 couleurs, je vois rarement moins, à moins que vous ayez tendance à vraiment dégueuler votre main très rapidement, puisque le but quand même c'est que vous défaussez de votre main, mais que vous gagnez, enfin que vous récupériez à peu près le même nombre de cartes, voire même plus, ça serait quand même l'objectif. Mais du coup, on est obligé de jouer un deck qui est très coloré, je pense par exemple à Ramos, mais aussi on peut envisager éventuellement un deck dragon avec des dragons très colorés, ça peut être cool aussi. Aussi ça permet de piocher un petit peu, ce qui peut manquer parfois au deck dragon. Donc oui, il y a des choses possibles, c'est assez particulier. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commandants, vous, en dehors de Ramos et du coup des commandants 5 couleurs dragon, avec lesquels vous voyez que Régent Voile-Lune peut être une bonne carte. Voilà. Et ensuite on finit le rouge avec un loup-garou. Eh oui, on va quand même parler d'un loup-garou à un moment. Le garde du village qui devient l'écumeur du village. Le garde du village, du coup, c'est un humain et loup-garou qui coûte 5, dont un rouge, qui est une 4-3 célérité, qui a le diurne, bien sûr. Et en face nocturne, ça devient les écumeurs du village, une 5-4 loup-garou, qui dit que les loups et les loups-garous que vous contrôlez ont la célérité, qui est le nocturne. Alors ici, on est sur un bon lord. Voilà, il faut le dire tout de suite. C'est un peu le genre de choses que les loups-garous, ils ont eu déjà par le passé, hein, voilà, des petits boosts, etc., des trucs intéressants. Mais ici, on a la célérité en plus, qui est quand même assez violent, hein, on va le dire tout de suite. Mais il y a aussi le tribal loup. Les loups-garous de l'extension, en fait, ils ont une certaine tendance à aussi inclure les loups dedans, ce qui n'était pas trop le cas auparavant.
Mais voilà, du coup ça fait que le tribal s'élargit un petit peu. C'est très intéressant, et les écumeurs du village, c'est une très bonne carte, puisque les loups-garous étant généralement assez agressifs, hein, il faut le dire, eh ben, c'est le genre de choses qu'on a envie de voir. Passons maintenant au vert. On va passer au vert avec l'Augure de l'Automne, une créature humain et druide de 2-3 pour 3 dont 2 verts. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, vous pouvez jouer les terrains depuis le dessus de votre bibliothèque, et là la congrégation, quand vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, eh bien vous pouvez également lancer les sorts de créatures du dessus de la bibliothèque. C'est un peu débile parce que ça me fait penser à un mix entre la coursière de Crufix et le vizir de la ménagerie, mais alors c'est d'une violence sans nom, parce que, ok, coursière de Crufix coûte 3 également, mais aussi elle a révélé la carte dessus de la bibliothèque, elle vous permettait pas de la regarder, et le vizir coûtait 4 pour pouvoir lancer les créatures depuis le dessus de la bibliothèque. Mais du coup, quand on a la condition de la congrégation qui est remplie, l'Augure de l'Automne, elle est débile, parce que ça veut dire que tous vos terrains et toutes vos créatures, dans votre bibliothèque, sont virtuellement dans votre main. Mais du coup, l'Augure de l'Automne, en fait, elle va être très intéressante pour les decks qui contiennent beaucoup de créatures, qui contiennent aussi pas mal de terrain, bien sûr. Voilà, hein, je sais pas. Après, tous les decks contiennent pas mal de terrain de base, mais il faut avouer qu'en effet, ça a l'air d'être quand même une très bonne carte justement pour ces jeux-là. C'est une extension de la main, quoi. C'est génial. La masse dévorante, un nouveau limon qui coûte 5, dont 2 verts. C'est une étoile plus 1. Attention, ça va rappeler des choses à certaines personnes. La force de la masse dévorante est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature verte limon avec la force de cette créature est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Voilà, donc la masse dévorante, en fait, elle dit au début de mon étape de fin, je fais une copie de moi-même, sauf qu'elle fait pas de copie elle-même. Voilà, c'est un jeton qui a exactement la même capacité. Masse dévorante, alors, comme certains l'ont déjà appelé Ouzgoif, par exemple, hein, voilà, je pense que vous trouverez pourquoi. Hein. Mais l'Ouzgoif, du coup, qui est en fait une bonne carte pour les jeux qui vont vouloir jouer, du coup, beaucoup autour du cimetière. Après, elle a pas d'évasion, bien sûr, voilà, mais si jamais quelqu'un veut s'amuser à mettre un tribal limon, bien sûr que la masse dévorante va être dedans, elle est sympathique, elle est bien, elle fonctionne bien de manière générale avec tout ce qui joue avec le cimetière, bien sûr, l'automeule, etc. Donc oui, c'est bien, c'est sympa, mais ça manque peut-être un petit peu de punch pour notre format, en effet. Mais ça peut rester intéressant pour ceux qui aiment bien les trucs visqueux. Nouveau loup-garou, le dresseur de chien qui devient le louveteau sauvage. Un humain et loup-garou du coup sur sa face jour qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 3-3 qui a le piétinement. Pour 4, elle met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, elle a le diurne bien évidemment. Et sur sa face nuit, nocturne, c'est une 4-4 piétinement loup-garou. Les autres loups et loup-garou que vous contrôlez ont le piétinement, et pour 4 dont 1 vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et ici du coup on se retrouve face à une carte qui, encore une fois, est un lord loup-garou, et loup aussi, et qui donne quand même une bonne capacité, le piétinement, une petite capacité d'évasion qui est sympa, surtout avec le commandant Tovolar dont on a parlé durant la précédente vidéo, eh bien ça a l'air quand même pas mal. Et surtout, derrière, si jamais vous avez du mana en trop, le dresseur de chien et le louveteau sauvage vous permettent de mettre ce petit marqueur en plus. Ce qui est quand même très intéressant quand on a des créatures qui ont le piétinement, justement. Donc, vraiment une bonne carte, encore une fois, pour le tribal loup-garou. La fin du cycle des adversaires, c'est l'adversaire primordial, une créature loup qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 4-3 qui a le piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 1 et 1 vert autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coût au moins une fois, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur l'adversaire primordial, puis jusqu'à autant de terrains ciblés que vous contrôlez deviennent des créatures 3-3 loups avec la célérité qui sont toujours des terrains. Alors, l'adversaire primordial, c'est vrai que moi je suis pas trop fan forcément de transformer mes terrains en créature, surtout que, ici je pense à une chose un petit peu complexe, c'est que on a certains des terrains à qui on a donné la célérité en les transformant, mais le petit souci c'est que si on veut en transformer beaucoup, en fait on va devoir les engager au moment où l'adversaire primordial arrive en jeu. Donc ça a l'air bien, mais en même temps il faut réussir à les protéger un minimum, et surtout, ben, après si vous voulez jouer un tribal loup-loup-garou, c'est évident que ça a l'air sympa de voir vos terrains devenir des loups. Donc il faut voir là-dessus. Là-dessus, je pense que ça va être beaucoup de maîtrise à ce niveau-là. Mais derrière, ça peut être vraiment une très bonne carte pour les tribaux loup-garou. Et à voir du coup ce que vous pouvez faire pour l'exploiter, éventuellement les tribals qui veulent animer les terrains aussi. On continue avec un nouveau rituel à l'assaut du festival qui coûte 6 dont 3 verts. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ça, le flashback pour 10 dont 3 verts.
Oui. Alors, moi, j'ai pensé à un truc un peu débile en voyant cette carte, je me suis dit, c'est un peu comme Vague de Genèse. Vague de Genèse qui était en fait, oui, bah tu regardes les X cartes de ta bibliothèque, tu mets tous les permanents qui coûtent X ou moins sur le champ de bataille, et le reste va au cimetière. Ici, c'est un peu différent, puisque ça nous permet de sélectionner, et franchement, mine de rien, 5 cartes et pouvoir poser gratuitement 2 permanents à 5 et moins, ouais, c'est pas mal du tout, c'est assez rentable. Si en plus vous avez le culot de réussir à contrôler le dessus de votre bibliothèque, ça peut être pas mal du tout, hein, parce que, ah bah tiens, je vais faire scroll rack, tiens, je mets ces 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque, tout à fait innocemment, hein, voilà. Et, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est des permanents qui coûtent 5 et moins, qui sont vraiment puissants. Oh, et bah voilà, on est parti. Et le fait qu'il y ait le flashback derrière, c'est vraiment génial, quoi. Ça veut dire, ok, bah, on va pouvoir faire la débilité une seconde fois, éventuellement. Autre loup-garou, le maître chasseur de Tovolar, qui devient le chef de meute de Tovolar. Donc c'est un humain et loup-garou 6-6 sur sa phase jour, qui coûte 6 mana dont 2 verts. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures 2/2 vertes loup. Il a le diurne, bien sûr, et sur sa phase nocturne, chaque fois que le chef de meute de Tovolar arrive sur le champ de bataille ou qu'il l'attaque, créez 2 jetons de créatures 2/2 vertes loup. Et pour 4 dont 2 verts, un autre loup ou loup-garou ciblé que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, il est bien en fait ici parce qu'il nous permet de créer des jetons qui sont quand même dans le tribal, dans le grand tribal loup-loup-garou. Et ça c'est bien, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Et le chef de meute de l'autre côté, il nous permet d'en créer encore plus à l'attaque, parce qu'il en crée quand même 2 au moment où il attaque, c'est énorme, hein. Créer 2 jetons au moment où ça attaque, sachant que c'est une 7-7, c'est violent. Et en plus derrière d'avoir une possibilité de se battre, en fait, enfin de faire en sorte qu'un loup ou loup-garou se batte avec une créature ciblée, c'est quand même très violent, parce que ça veut dire que ici il nous permet d'avoir de la génération de jetons, et en plus d'avoir le fait de pouvoir gérer derrière en se battant contre des créatures adverses. Donc on peut gérer des créatures adverses grâce au fight. C'est quand même très intéressant pour ces jeux-là. On continue avec Croissance surnaturelle, un enchantement qui coûte 5, dont 4 verts. Pas courant ça. Au début de chaque combat, doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est assez particulier, hein, je vous avoue, moi je m'étais dit, ah pourquoi pas dans Selvala, la mono vert. Ouais, mais Selvala, en fait, généralement, elle a tendance à faire beaucoup de mana avant de la phase de combat, pour réussir à faire des choses débiles, pour que la phase de combat devienne encore plus violente. Donc, je sais pas, ça va dépendre des tours, probablement. Mais Croissance surnaturelle, ça a l'air un petit peu débile, surtout quand vous avez des tribaux ou des decks qui ont tendance à avoir, par exemple, du piétinement, qui ont tendance à être assez violents dans leur activité, hein, voilà, de fight. Eh bien, Croissance surnaturelle, ça a l'air quand même pas mal, sauf que c'est très vert. Là, je suis quasiment sûr à 100%, vous allez surtout la jouer en mono vert, parfois en bicolore, mais alors vraiment parfois, et jamais en dehors de ces combinaisons-là, parce que derrière Croissance surnaturelle, je le vois mal la jouer en tricolore, en 4 couleurs, en 5 couleurs, parce que c'est trop de mana vert dans une seule carte. Voilà. Et on finit avec le premier Planeswalker qu'on analyse aujourd'hui, c'est Vren et 7. Vren and 7, un Planeswalker légendaire Vren qui coûte 5 dont 2 verts. Il arrive avec 5 de loyauté et c'est un Planeswalker à 4 capacités, attention. Le plus 1 révèle jusqu'à 4 cartes de votre bibliothèque et derrière, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Le 0, mettez sur le champ de bataille, engagez n'importe quel nombre de cartes de terrain de votre main. Le -3, créez un jeton de créature verte et sylvain avec la portée et la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Et le -8, renvoyez toutes les cartes de permanent depuis votre cimetière dans votre main. Vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Le +1 est très intéressant bien évidemment. Là on est sur automeule, mais je filtre les terrains pour les récupérer au cas où. Ça fonctionne bien, c'est intéressant, ça va aider ces decks automeule à justement pouvoir contrôler un peu ce qui va aller au cimetière, notamment les permanents et les sorts qui pourront lancer. Le 0, alors oui, là pour les decks, en effet, tous les decks touche terre, ça a l'air quand même pas mal, parce que, j'ai beaucoup de terrain en main et tout, j'ai récupéré énormément de terrain dans ma main, d'accord. 0, boum, je peux tous les mettre engagés, ok, il y a beaucoup de triggers de touche terre qui vont se déclencher, en effet. Ça peut être vraiment très débile dans ces situations-là. Derrière, le -3, bien évidemment, c'est un bon body, hein, et on va pas se mentir. En plus, il peut être faisable dès que Vren arrive sur le champ de bataille. Donc c'est un bon bloqueur qui peut être très intéressant, parce que bon, 5 mana, on imagine qu'il y aura souvent les 5 terrains, voire même peut-être un peu plus, donc ce sera un très bon body pour bloquer. Et voilà, mine de rien, c'est à la portée, c'est quand même fort.
Et le -8, bah le -8, je sais pas si vous connaissez cette carte, c'est Conseil du Praetor. Conseil du Praetor qui dit, bah tu récupères toutes les cartes de ton cimetière. Alors ici c'est uniquement les cartes de permanent, bien évidemment c'est différent. Mais tu récupères toutes les cartes de ton cimetière et t'as plus de limite jusqu'à la fin de la partie au nombre de cartes dans ta main. Ok, d'accord. C'est un peu pareil, sauf qu'ici on se cible uniquement sur les permanents. Ce qui veut dire que Wrenn and Seven, en fait, si on regarde, c'est un Planeswalker qui veut beaucoup tourner autour de l'automeule de permanent. Et qui vous permet de récupérer les terrains derrière. Donc, ça a l'air vraiment intéressant là-dessus. Après, à voir du coup dans quel type de deck vous allez jouer, je pense que en fonction des capacités que vous allez, enfin plutôt en fonction de la stratégie que vous allez vouloir jouer, vous allez utiliser des capacités différentes parmi celles de Wrenn and Seven. Mais les 4 sont vraiment très intéressantes et puissantes dans les stratégies qui leur correspondent le mieux. Donc vraiment un très bon Planeswalker, encore une fois j'ai envie de dire. On va passer au multicolore et je vais commencer par aborder en fait quelques cartes que je n'ai pas abordées dans les catégories monocolores puisque alors elles sont catégorisées en fait dans la liste comme étant elles sont listées par rapport à la couleur de leur face recto, mais évidemment en Commander elles sont considérées comme bicolores puisqu'on considère les couleurs des deux faces. Donc ce sont des loups-garous bicolores. On a le Cathare Brutal qui devient le Furilune Brutal. Donc Cathare Brutal qui est un humain soldat et loup-garou 2/2 qui, quand il arrive sur le champ de bataille ou se transforme en Cathare Brutal, exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille, donc le Cathare Brutal ou le Furilune. Il a le Diurne évidemment, et ensuite il a le Nocturne avec le loup-garou, la Furilune Brutale, 3/3, initiative. Il a la parade, payer 3 points de vie, et il a le Nocturne, voilà. Alors du coup le Furilune ne fait pas grand chose, il faut l'avouer, mais en fait le fait qu'il y ait une transformation possible, et qui va exiler des créatures, en plus jusqu'à ce que Cathare Brutal quitte le champ de bataille, c'est quand même très violent. Surtout qu'en plus le Furilune, sa face nuit du coup, demande de payer des points de vie en plus pour être ciblé. Ce qui est quand même assez violent et plutôt pas mal du tout. Donc Cathare Brutal, une bonne carte de gestion, Boros du coup, à voir ce qu'on peut faire avec. La Clandestine Suspecte qui devient le loup-garou de mer. Donc Clandestine Suspecte qui est un humain gredin et loup-garou 1/1 pour 2 dont un bleu. Elle ne peut pas être bloquée. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Elle a le Diurne, et ensuite le Nocturne, et le loup-garou de mer ne peut pas être bloqué. À chaque fois que le loup-garou de mer inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Voilà, et c'est une 2/1, sa face nuit. Alors, la petite vanne en fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ah ouais, mais elle est trop bien, c'est une bonne gredine et tout. » Ouais, mais elle est bleu-verte. Eh ouais, c'est dommage. Et là, c'est la déception générale, puisque bah, du coup, on a une gredine qui est en bleu, mais qui est aussi en vert, et que du coup, on pourra pas jouer dans certains decks gredin. Donc là, ça va être plus compliqué. Mais il faut avouer que dans tous les decks qui veulent, du coup, un peu y aller sneaky, hop, je t'attaque et tu peux pas me bloquer, et qui vont être en bleu-vert, bien évidemment, et qui vont aimer la pioche, et qui vont aimer le loot, eh bien, ça a l'air d'être une bonne créature, pas chère, plutôt efficace. Donc voilà, c'est pas mal. Passons maintenant aux cartes vraiment multicolores, hein, voilà, celles qui ont, voilà, ils ont le coup et tout, et il n'y a pas de problème. On commence avec l'embrasement de feu angélique, un rituel qui coûte 3 dont un rouge et un blanc. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, elle acquiert la vigilance, le piétinement, le lien de vie, l'indestructible et la célérité jusqu'à la fin du tour, et ça le flashback pour 4 dont un rouge et un blanc. Et c'est quand même pas mal débile, hein, on va l'avouer tout de suite. 2 marqueurs +1/+1, donc ça veut dire que c'est fixe, voilà, hein, derrière, c'est pas un simple boost pour jusqu'à la fin du tour. Mais surtout, vigilance, piétinement, lien de vie, indestructible, célérité, tu es là, ouais, ça fait quand même 5 mots-clés qui sont très bons, hein. Je veux dire, le seul qui manquerait c'est le vol, mais encore, on s'en fout, enfin, je veux dire, à ce stade-là, on s'en fout complètement. Mais vraiment, 5 mots-clés vraiment géniaux qui sont toutes grâce à une carte qui coûte que 3 mana, et en plus qui met les 2 marqueurs. Vraiment, c'est une excellente carte si vous voulez jouer Voltron, si vous voulez jouer vraiment ultra bourrin avec une grosse créature en Boros. Ouais, ça c'est violent quoi. Parlons ensuite de notre deuxième Planeswalker, Arlene, espoir de la meute, qui devient Arlene, furie de la lune. Arlene qui coûte 4 mana dont un rouge et un vert, elle arrive avec 4 de loyauté. Elle a le Diurne et le Nocturne elle aussi. Le +1 côté Diurne dit que jusqu'à votre prochain tour, vous pouvez lancer les sorts de créatures comme si elles avaient le flash, et chaque créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Et le -3 dit créer 2 jetons de créatures de 2 vertes loups. Le côté Arlene, furie de la lune, qui est le Nocturne bien évidemment, fait +2, ajouter un rouge et un vert, et le 0, jusqu'à la fin du tour, Arlene devient une créature 5/5 loup-garou avec le piétinement, l'indestructible et la célérité. Ce qui est génial ici, c'est que Arlene elle est pas mal utile par rapport à sa propre tribu. Arlene, le côté Diurne, on va commencer par ça. Alors, je rappelle juste comment fonctionne le Diurne et le Nocturne, parce que c'est très important pour le +1 de Arlene en fait, puisque ici,
Le diurne, le passage de jour à nuit, dit qu'il faut que le joueur dont c'est le tour, en fait, ne joue pas de sort pendant son tour, et au début du tour suivant, on passe à la nuit. Mais ensuite, on passe de la nuit au jour, si jamais un joueur a lancé 2 sorts ou plus pendant son propre tour. Ce qui fait que du coup, nous, comme on joue loup-garou et qu'on aime bien lancer plein de sorts pendant notre tour, comment on fait pour jouer un tour sans lancer de sorts? Parce que c'est dommage, nos loups-garous, il faut quand même qu'on les pose à un moment, et on aimerait bien que ça soit la nuit aussi. Donc, Arline, elle est là justement pour compenser ça. Elle est là pour dire, ok, moi, j'arrive et je te dis, ok, le +1, tu vas pouvoir lancer tes sorts en flash jusqu'au prochain tour. Alors évidemment, pas au moment où elle arrive sur le champ de bataille, parce que vous aurez déjà lancé un sort, donc c'est pas très utile. Même si, bon, derrière, le boost est super intéressant, je veux dire, un marqueur plein +1, et tu le lances en flash, t'es là, ouais, c'est quand même la violence, hein, il faut le dire tout de suite. Donc vraiment, Arline, elle est très intéressante vis-à-vis de sa propre tribu et ses mécaniques-là. La création de jetons, évidemment, efficace, rien d'autre à dire. Et le côté Furie de la Lune, j'aime bien le fait qu'on puisse faire du mana en plus, ce qui peut être très bien pour lancer certains loups-garous, et du coup avoir des loups-garous assez vénères tout de suite. Et de l'autre côté, la transformation, qui est parfaite. Je veux dire, ça devient une créature, donc ce n'est plus un Planeswalker, bam, et piétinement, destructive, célérité, violence absolue. Voilà. Et pourquoi célérité? Parce que si jamais c'est déjà la nuit et que vous lancez Arline, en fait, elle va arriver directement sur sa face nuit. Donc elle va arriver sur la furie de la Lune. Et du coup, vous pouvez dire, ok, j'ai une 5-5, lol. Voilà, donc vous pouvez attaquer avec et c'est parfait. On parle maintenant un peu de zombies avec le Scab maillé de lame, un zombie et soldat qui coûte un bleu et un noir, c'est une 2-3 qui dit que les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+0. Et ma foi, c'est pas mal pour les jeux zombies, voilà, qui ont tendance à être un petit peu agressifs, notamment avec ceux qui ont la décomposition, c'est vrai que on n'est pas là pour bloquer, on est là pour essayer de taper fort. Donc bon, un bon petit zombie supplémentaire, et un bon petit lord. L'homologue croissant, un rituel qui coûte 3 dont un vert et un bleu, qui dit que vous créez un jeton de créature qui est une copie d'une créature non grenouille ciblée, excepté que c'est une grenouille 1-1 verte. Et elle a le flashback pour 5 dont un vert et un bleu. Et évidemment c'est une référence à Cackling Counterpart, voilà, ça c'est un Quacking Counterpart comme il l'appelle. Et c'est bien en fait, on a un clone qui peut être très efficace parce que ça coûte que 3 mana. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une grenouille, ça va, c'est pas non plus... Oui, mais justement, vous copiez quand même le reste de la créature, les capacités activées, les capacités déclenchées, c'est quand même pas mal intéressant, il faut le dire tout de suite. Donc, des possibilités avec ce côté on copie, et c'est bien en fait, juste capacité déclenchée, capacité activée. La sauvagerie de Noire Souche, un rituel qui coûte 3 dont un rouge et un vert. Détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou un terrain ciblé. Si un terrain a été détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Sinon, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Et ça le flashback pour 5 dont un rouge et un vert. Alors la sauvagerie de Noire Souche, moi ce que j'ai vu surtout c'est, attends, on peut détruire un de ses propres terrains pour aller chercher 2 terrains de base derrière. Vous allez me dire, mais t'es con Thibaut. Ben non, rappelez-vous qu'actuellement il existe des cartes comme Arrow, comme Résurgence du Roulis, qui permettent justement de sacrifier un de vos terrains pour faire en sorte d'aller chercher 2 autres terrains derrière. Ce sont des cartes de rampe en fait, et ce sont des cartes de recyclage aussi. Alors ici on va rechercher des terrains de base, bien sûr, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est suffisamment intéressant. Surtout que derrière, en fait, ça reste flexible, il y a le flashback aussi. La flexibilité d'un côté avec le fait que, oui, alors, c'est un truc qui peut permettre de ramper, mais si jamais il y a vraiment une menace sur le board, au moins ça me permet aussi de gérer artefact ou enchantement chez les adversaires. Alors oui, ils vont ramper, mais bon, tant pis, on fera sans. Et derrière, le petit flashback, ça fait plaisir de pouvoir le réutiliser une seconde fois. La restauration fidèle, un éphémère qui coûte un blanc et un bleu. Vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez 2 cartes, et ça a le flashback pour 3, dont un blanc et un bleu. Alors là, du coup, on est sur un effet assez intéressant, puisque on a de la draw en éphémère pour 2, c'est quand même la violence, mais bien sûr, il faudra se défausser derrière. Mais comme on a également la perturbation, le flashback existe, et tous les trucs qui permettent de relancer depuis le cimetière, en fait, on est un peu sur blanc-bleu automeule, ou défausse ici. C'est assez particulier, mais ça peut très bien fonctionner dans certains jeux. Ce qu'il faut calculer surtout, c'est que Chabras et Bralin sont contents en fait de ce genre de carte, puisqu'il y a de la pioche et de la défausse sur une même carte, en éphémère, et que ça coûte peu cher. Le preneur de chair a une créature humain et assassin 2-2 pour un blanc et un noir. Chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, vous gagnez 1 point de vie et regard 1. Et pour 1, vous sacrifiez une autre créature, le preneur de chair gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Alors oui, bon, la capacité de sacrifice, elle est marrante. Voilà, ce petit boost, ok, ça peut être violent et tout. Mais moi, juste pour les decks aristocrates, dire je gagne 1 point de vie, je fais regard 1, c'est déjà largement suffisant pour que ça soit intéressant. Après, c'est à chaque fois que vous sacrifiez une autre créature. Pas à chaque fois qu'une autre créature meurt. Mais vu que dans les decks aristocrates, on a une certaine tendance à jouer sacrifice,
bah ça a l'air quand même très intéressant pour ce type de deck, surtout que c'est blanc-noir, donc voilà, c'est que demander de plus. Nouvel éphémère, l'itération zingante, un éphémère qui coûte un bleu et un rouge. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère de rituel ce tour-ci, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et ça le flashback pour un bleu, un rouge et un générique. Évidemment, c'est une très bonne carte de copie, efficace, c'est un éphémère, donc du coup ça veut dire qu'on peut le faire pendant le tour adverse pour lancer derrière un bel éphémère supplémentaire. C'est efficace, ça fonctionne bien. Vous pouvez même le copier lui-même en faisant un flashback derrière. Voilà, donc vous direz, ok, le prochain sort fait 2 copies en fait. C'est très intéressant, vraiment. Je le trouve très bien. Et bon, bah écoutez, pour le deck copie, faites-vous plaisir. On continue avec un nouveau rituel, la récolte de la meneuse de Ghoul, qui coûte un noir et un vert. Créez X jetons de créatures 2 de noirs zombies avec la décomposition, X étant la moitié du nombre de cartes de créatures dans votre cimetière, arrondi à l'unité supérieure. Et c'est un coup de flashback pour 5, dont un noir et un vert. Ici, alors, pas une carte forcément très débile, mais très utile parce que je me doute que certains d'entre vous ont peut-être déjà joué un deck sacrifice. Et les decks sacrifice en noir-vert, il y en a pas mal qui existent, bien sûr, mais dans ces decks-là, on a tendance à avoir énormément de créatures, de cartes de créatures qui partent au cimetière. Et des fois, ça s'accumule, on ne peut pas les réanimer tout de suite, mais juste avoir cette possibilité de pouvoir créer des jetons supplémentaires en fonction du nombre de créatures dans votre cimetière. Alors oui, arrondi à la moitié, hein, voilà, tac tac tac, ok, hein, on fait pas de débilité non plus. Ça a l'air quand même super bien, et ça permet d'avoir des bodies pour pas cher en plus, juste un noir et un vert, et il faut juste que le deck derrière fonctionne pour réussir à remplir ce cimetière avant de le jouer. Mais, généralement, c'est pas trop un problème. Un nouveau loup-garou, le naturaliste de Kessig, une créature humain et loup-garou 2-2 pour un rouge et un vert. À chaque fois que le naturaliste de Kessig attaque, ajoutez un rouge ou un vert. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Voilà, ça durne. Et derrière, ça devient le seigneur d'Ulvenwald, qui devient une 3-3. Les autres loups et loups-garous que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et à chaque fois que le seigneur d'Ulvenwald attaque, ajoutez un rouge ou un vert. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Très très intéressant ici, puisque déjà bon, on a un truc qui nous permet de faire du mana supplémentaire. Oui, ça reste une 2-2 voilà, qui attaque pour 2, c'est sympa. Et en plus vous le gardez jusqu'à la fin du tour, quand même intéressant. Et le seigneur d'Ulvenwald garde cette capacité, ça c'est très bien, avec un boost supplémentaire pour les loups et loups-garous, et ça c'est quand même génial. Et c'est qu'une unco hein, aussi, donc vous avez moyen de la choper assez facilement. Donc vraiment très intéressante cette carte, pour les decks loups-garous. Continuons avec Rite de l'Harmonie, un éphémère qui coûte un vert et un blanc. Chaque fois qu'une créature ou qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, piochez une carte. Flashback pour 4, dont un vert et un blanc. Alors oui, c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'Aperçu de la Nature, c'était pas assez fort, hein, bien sûr. Aperçu de la Nature, c'était quand vous, pour un vert, voilà, un rituel qui disait que quand vous jouez un sort de créature, ce tour-ci, eh bien vous piochez une carte. Ici, c'est pas quand vous le jouez un sort de créature, c'est quand il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille, ou un enchantement, donc du coup il y a les deux déjà. Et en plus, ça veut dire qu'avec les jetons, ça fonctionne aussi. C'est complètement débile là-dessus. Et ça, c'est un éphémère en plus, donc ça veut dire que si vous voulez jouer en plus pendant le tour d'un adversaire en flash, vous pouvez le faire et en profiter également, quoi. C'est fou, c'est juste fou. Et c'est très bon, et en plus ça le flashback, c'est une excellente carte. Vraiment excellente, j'insiste dessus, excellente, écoutez-moi. Un bon anti-bet aussi, c'est le Rite de l'Oubli, un rituel qui coûte un blanc et un noir. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un permanent de mon terrain, et exiler un permanent de mon terrain ciblé, et ça le flashback pour 4, dont un blanc et un noir. C'est un bon petit sort de gestion qui permet de gérer tous les types de permanents de mon terrain, mais qui vous demande également d'en sacrifier un. Bon, c'est pas exceptionnellement cher à payer, mais c'est intéressant bien évidemment. Nouvel éphémère, la perspicacité siphonnée. Regardez les deux cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, exilez l'une d'elles face cachée, et mettez l'autre au-dessous de cette bibliothèque. Vous pouvez regarder et jouer la carte exilée, tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Et flashback pour 3, dont un bleu et un noir. Oui, là c'est complètement débile, hein, parce que ça coûte pas cher, c'est un éphémère, donc du coup... Ah tiens, t'as joué Skimming Symmetry, ah oui, voilà, la symétrie sournoise, qui permet de mettre une carte au-dessus de la bibliothèque. T'as joué un Vampiric Tutor, Mystical Tutor, tous les Enlightened Tutor, tous les trucs qui mettent au-dessus de la bibliothèque, voilà. Il y en a plein des tutors qui font ça. Ah bah je vais jouer une perspicacité siphonnée. Ah ouais, bah oui, pourquoi? Bah parce que je vais te piquer ta carte en fait. Et voilà, c'est... Ou alors la mettre en dessous de la bibliothèque si vous voulez pas la garder. Mais c'est très efficace, pour la prise de carte adverse, c'est complètement stupide. Et en plus, ça le flashback, c'est pas cher, enfin... Il n'y a que du bon là-dedans. On aborde le dernier Planeswalker de cette édition, Teferi, celui qui ralentit le crépuscule.
Un planeswalker légendaire Teferi bien sûr, qui coûte 4, dont un blanc et un bleu, qui arrive avec 4 de loyauté. Plus 1, choisissez jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée et jusqu'à un terrain ciblé. Dégagez les permanents choisis que vous contrôlez. Engagez les permanents choisis que vous ne contrôlez pas. Vous gagnez 2 points de vie. Moins 2, regardez les 3 cartes de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et moins 7, vous gagnez un emblème avec dégager tous les permanents que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque adversaire. Et vous piochez une carte pendant l'étape de pioche de chaque adversaire. Waouh, il est stupide ce Teferi. Déjà on avait des Teferi qui faisaient des combos avec notamment le voile de chêne, ici on l'a également. Parce que vous pouvez quand même dégager une créature, un artefact et un terrain, sachant qu'il y a des terrains qui font plus de mana que juste un mana, sachant qu'on a un artefact qui est le voile de chêne, sachant qu'on a des créatures qui font des débilités, qui font du mana à côté aussi qui existent. Teferi est complètement stupide, je vais le dire tout de suite. Il est très puissant. Ça vous permet quand même de dégager 3 permanents, c'est violent. Ça vous permet d'en engager chez les adversaires, et vous gagnez 2 points de vie en plus. Il y a trop de choses en fait, il y a trop de choses, il y a trop d'options déjà, rien que sur ce plus 1, il y a beaucoup trop d'options possibles. C'est d'une violence absolue. Le moins 2 derrière, qui permet de filtrer les 3 cartes de la bibliothèque, sympathique. Je veux dire, c'est bien, c'est des choses qu'on a déjà vues. D'ailleurs, je me demande même s'ils n'ont pas inversé le plus 1 et le moins 2, parce que vu la différence de puissance entre les deux capacités, on pourrait croire. Et le moins 7, qui est juste débile, bah là c'est... Ok, j'ai une Seedborn News, et en plus je pioche une carte supplémentaire. T'es là, d'accord, ok, c'est débile. Vraiment, ce Teferi, il est très puissant. Je sais pas dans quel deck vous pourrez le jouer. Vous pouvez le jouer dans les decks, évidemment, Super Friends. Vous pouvez le jouer dans tous les decks qui vont avoir tendance à proliférer pour lui ajouter des marqueurs très vite, pour arriver à son moins 7, parce que c'est vraiment très fort. Voilà, enfin, je sais pas, vraiment, ce Teferi, dans les decks contrôle, dans les decks ultra value, vous le jouerez en Adazorius. Lever de lune surnaturelle, un rituel qui coûte un rouge et un vert. On passe à la nuit. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert le pétinement, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, et elle a le flashback pour 4, dont un rouge et un vert. Le lever de lune surnaturel, ça a l'air quand même être une excellente carte, puisque dans les jeux loup-garou, bah ok, on a une carte qui dit on passe directement à la nuit. Donc on transforme tous les loups-garous qui ont de diurne et nocturne, donc c'est quand même assez vénère, hein, il faut le dire, et en plus derrière on a ce petit +1/+0 pétinement, et s'il inflige des blessures, on pioche. Donc ça veut dire qu'en fait notre carte peut se rembourser tout de suite. Et ça c'est quand même génial, donc on aime bien. Et la dernière carte multicolore c'est l'éveil pour le massacre. Un rituel qui coûte 5 dont un noir et un rouge. Choisissez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière. Un adversaire choisit l'une d'elles, renvoyez cette carte dans votre main, renvoyez l'autre sur le champ de bataille sous votre contrôle. Elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Et elle a le flashback pour 6 dont un noir et un rouge. Alors évidemment, là, ça a l'air quand même assez violent, hein. 2 cartes, dont une qui revient sur le champ de bataille tout de suite, célérité, bam, et l'autre dans ta main, c'est quand même pas mal du tout, hein. Franchement, c'est un très très bon sort de réanimation et de récupération. Bien évidemment, il y a moyen d'abuser de tout ça, hein. Je veux dire, si vous jouez OBK et que vous pouvez stopper le tour, au moment où la créature devrait être exilée au début de la prochaine étape de fin, t'es là, oui, début de la prochaine étape de fin, bam, le trigger est dans la pile, ah bah tiens, OBK, la capacité est exilée, bye bye, fini. Eh bien, ça a l'air quand même assez violent aussi. Donc dans ce genre de deck, ça a l'air pas mal du tout. Passons maintenant aux artefacts, il y en a quelques-uns dont on doit parler, hein, 2 en fait, voilà, c'est quelques-uns en effet. Le Célestus, pour commencer, un artefact légendaire qui coûte 3. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où le Célestus arrive sur le champ de bataille. Vous l'engagez pour faire un mana de la couleur de votre choix. Et pour 3, vous l'engagez. Si c'est la nuit, on passe au jour. Sinon, on passe à la nuit. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. C'est complètement stupide. En fait, ici, on a un bon caillou, déjà, il faut le dire. Pour 3, c'est un caillou qui fait n'importe quelle couleur de mana. Donc déjà, on est là, c'est la norme, c'est bien. Mais on a un caillou, surtout, qui synergise avec le système de jour-nuit. Et donc, ça veut dire que les decks loup-garou, ils vont être là, wouh, génial. Ou plutôt, ouh, voilà, enfin bon, je fais très mal le loup. Mais surtout parce qu'on a moyen de passer de la nuit au jour, et du jour à la nuit, avec 3 mana et le Célestus. C'est quand même génial, surtout que derrière vous avez aussi un moyen de gagner des points de vie, quand vous avez le jour et la nuit qui switch, que vous pouvez looter derrière, c'est quand même extrêmement violent. Vraiment ce Célestus, il fait tout le taf. Et je pense en fait que le Célestus, il va remplacer certains cailloux un petit peu random, qui étaient dans certains decks, qui coûtaient 3 mana et qui faisaient n'importe quelle couleur. Pourquoi ne pas jouer le Célestus à la place? Parce que le jour et la nuit, ça va
assez régulièrement switcher, et derrière, bah du coup, vous pouvez gagner des points de vie, vous pouvez looter des cartes. Ça a l'air quand même assez efficace. On finit les artefacts avec le crâne mystique et la monstruosité mystique. Un artefact, le crâne mystique, il coûte 2, qui dit, bah pour 1, tu l'engages, tu fais un mana de la couleur de ton choix. Ok, voilà, c'est du filtrage, voilà, patati patata, rien de très exceptionnel. Et pour 5 en engageant, tu transformes le crâne mystique. Et le crâne mystique devient la monstruosité mystique, qui est une 5-6 construction créature artefact. Les terrains que vous contrôlez vous les engagez pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Un fixing assez violent, il faut l'avouer, parce que là c'est vraiment, ok, t'as la capacité en plus, d'accord. Bah oui, c'est bien en fait, c'est vraiment très bien là-dessus. Je pense que le côté crâne en fait, il va vraiment être joué uniquement pour être activé très rapidement, hein, et derrière faire du fixing de masse. Malheureusement c'est une créature, un artefact, donc 2 types de permanents qui ont tendance à être très vite gérés aussi, mais la capacité est suffisamment intéressante. Et on va parler enfin des terrains, il y en a 5 dont je dois parler, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du cycle de l'extension. Encore une fois, un cycle allié, hein, vous pouvez râler dans les commentaires, mais quel cycle allié, un très bon cycle allié pour le commandeur, probablement qui sera un peu moins gênant d'autres formats, mais qui est quand même super bien. C'est le cycle, en fait, on va les appeler comme ça, les slow lands, parce qu'on avait les fast lands, qui étaient en fait, du coup, des terrains qui arrivaient dégagés si vous contrôliez 2 autres terrains ou moins. Et ici, en fait, les slow lands, c'est exactement l'inverse. Ils arrivent sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains. Donc du coup, ça veut dire que si ce terrain-là arrive en tant que 3e terrain de votre champ de bataille, eh bien évidemment, il va arriver dégagé. S'il arrive en tant que 2e ou 1er, c'est mort, il arrivera engagé. Mais c'est quand même pas mal du tout. Dans notre format, on a quand même pas mal de terrains qui ont tendance à tomber, hein. Je veux dire, on finit rarement une game au tour 3, sauf nos joueurs de CEDH, coucou les joueurs de CEDH. Mais dans notre format, ça a l'air quand même super intéressant d'avoir un terrain qui peut 90% du temps, et encore je pense que c'est quasiment 100%, parce que la plupart du temps quand vous allez l'avoir en main de départ, il y aura probablement d'autres terrains à côté, vous n'allez pas garder une main avec 2 terrains, dont lui, ça a l'air un petit peu débile. Donc vraiment, quasiment 100% du temps, il arrivera à dégager. Et ça c'est bien en fait, il n'y a pas d'autres conditions, et c'est génial. Donc voilà, vraiment, ces 5 terrains-là, donc les couleurs alliées, on espère voir les couleurs ennemies assez rapidement, bien sûr, hein, on croise toujours les doigts, mais ils ont l'air vraiment à leur place ici, et ça fait plaisir. Et on est arrivé au bout de l'analyse de cette longue analyse, encore une fois, de Innistrad Chasse de Minuit. Désolé d'avoir débordé autant, mais je vous avoue qu'il y a tellement plein de bonnes cartes pour plein de situations différentes et de decks différents, que ça fait plaisir, ça donne envie en fait. Vraiment, c'est vrai que dans Donjons et Dragons, il y avait pas mal de cartes que je trouvais sympathiques, mais ici on est dans des cartes qui... Il y en a qui sont vraiment débiles, beaucoup trop même, hein. Il y en a qui devraient être bannis, non je déconne, mais il y a des cartes qui sont vraiment très puissantes, et il y en a qui sont vraiment super intéressantes pour certaines stratégies, certaines qui vont nécessiter un petit peu d'ajustement dans certaines stratégies pour pouvoir les jouer, et proposer peut-être des nouvelles façons de jouer assez intéressantes, mais vraiment, c'est une très bonne extension, je vous le dis, je vous le répète, Innistrad Chasse de Minuit est une très bonne extension pour le commandeur, où il y a à boire et à manger pour un peu tout le monde, donc vraiment... Profitez-en, ça a l'air d'être vraiment fun en plus à jouer derrière, j'espère pouvoir profiter des avant-premières et que vous aussi vous profitez des avant-premières dans vos boutiques locales pour pouvoir découvrir tout ça et en profiter un maximum. Et n'hésitez pas à me donner vos commentaires dans les commentaires de la vidéo, si jamais vous avez des choses à dire en plus, que vous avez des cartes dont j'ai pas parlé et que vous voudriez un petit avis, voilà, ça peut être vite fait. Mais en tout cas, merci à vous de l'avoir suivi et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.